Deuxième partie de notre émission consacrée à la demande du continent africain d'avoir 2 sièges, en tout cas pour l'instant, au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec bien entendu le droit de veto. Nous étions dans la première partie de cette émission en train de jeter un regard sur le fonctionnement de cette organisation. Thierry Moëllet II nous expliquait qu'elle ne fonctionne pas du tout de façon démocratique. Ses membres permanents s'arrogent le droit et le pouvoir de décider de la marche du monde au mépris, en tout cas, de la position globale du reste de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous étiez, Bernard Oudin, en train d'évoquer le cas spécifique de la Côte d'Ivoire au regard donc des confessions faites il y a quelques jours par Robert Bourgi, qui dit, en 2010, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, pas le président Ouattara. Et le président français a donc décidé d'utiliser les résolutions des Nations Unies pour le faire partie du pouvoir. Oui, on ne peut pas considérer que ce n'est que des propos, ce ne sont que des propos qui n'engagent que Robert Bourgi et qu'en réalité, ça peut ne pas être vrai. Non, ce que dit Robert Bourgi, d'abord, que Gbagbo avait gagné, tout le monde le sait, tous les gens bien informés le savent. Et quand je vous disais tout à l'heure sur le taux de participation, j'ai une confirmation qui est arrivée en 2015. De qui? De quoi? L'ancien directeur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay, qui était en poste à l'époque, et qui a dit, dans une tribune dans le journal Le Monde, c'est pas dans n'importe quel journal, a écrit sur la crise ivoirienne en disant à la fin, de toute façon, les chiffres annoncés au Golfe pour la soi-disant élection de M. Ouattara, ces chiffres étaient faux. C'est le Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui était au Quai d'Orsay ce jour-là. Ministre français des Affaires étrangères. Ministère des Français des Affaires étrangères, directeur Afrique de l'Ouest, qui d'ailleurs ensuite a eu des soucis avec M. Fabius plus tard, c'était M. Laurent Bigot, qui a dit très clairement, par écrit, et dans mon livre sur Gbagbo et son départ à La Haye, j'ai retrouvé, par des voies diverses, un certain nombre d'emails qui étaient expédiés entre la France, la CPI, les Nations Unies. Et au moment précédant la chute de Laurent Gbagbo, il y a un certain nombre d'emails qui montrent que les autorités françaises étaient au courant de la situation réelle et ont tout fait, malgré ça, malgré la situation réelle, avec les Nations Unies et avec la Cour pénale contre Laurent Gbagbo. Tout ça dans l'illégalité. Pourquoi ils ont fait ça? Quel était leur intérêt à faire ça? Parce que la Côte d'Ivoire était, entre guillemets, un petit pays. Oui. On a fabriqué des résolutions, on les a plus ou moins violées, on les a utilisées en faisant passer dans la presse mainstream un certain nombre d'éléments pour dire, voyez, on a des mandats, etc. Et on a pu, de cette façon-là, écraser la Côte d'Ivoire, écraser la Libye. Je reprécise ma question. Par contre, oui, mais... Pourquoi ont-ils préféré le président Ouattara à Laurent Gbagbo? Parce que ça ne leur aurait posé aucun problème de laisser Laurent Gbagbo. Puisque ailleurs des chefs d'État ont fait 5 mandats. Je finis sur les résolutions, sans rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Mais il y a une résolution célèbre aux Nations Unies qui n'a jamais été appliquée. Laquelle? La 272 sur Israël et la Palestine, en 1967. De la Côte d'Ivoire. Non, mais pour vous dire que sur cette résolution-là, le monde entier, pour l'instant, n'a pris aucune mesure contre le pays sur lequel on avait fait la résolution. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, et pourquoi Ouattara et Sarkozy... Puisque c'est ce que vous semblez démontrer. C'est au-delà de Ouattara et Sarkozy, c'est la relation France-Afrique. Et je vais vous donner un exemple très précis qui nous ramène au livre et aux confessions de Bourgi. Des confessions sur cette partie-là qui n'en sont pas, puisque Pierre Péan l'avait écrit dans son livre sur les mallettes de la République en 2011, c'est le fait que Laurent Gbagbo ait financé une partie de la campagne de Jacques Chirac en 2002. C'est pour ça qu'ils ont voulu sa peau? Mais reprenons le fil de l'histoire. Gbagbo, quand il devient président en 2000, dit moi, payer dans le système ancien, c'est fini. Et sous la pression du président gabonais Omar Bongo, qui lui fait comprendre que les chefs d'État africains sont un peu pris dans un système, Gbagbo dit « Ok, je vais payer, mais dis-leur bien aux Français, puisque toi tu es notre doyen, que je paye pour solde de tout compte. » Et c'est là qu'il pose la question à Bongo, « Tu donnes combien ?» Parce que lui, il n'avait aucune idée. Et Bongo lui donne le chiffre, il dit « Je donnerai comme toi, mais ce sera fini. » Je ne donnerai plus après ça. Il donne,
Gbagbo paye. Chirac est élu quelques mois après, en avril 2002. Dans la foulée, le gouvernement français, les Français votent un parlement où il y a 400 députés pro-Chirac, donc il n'y a pas de problème de majorité. Et en septembre 2002, il y a un coup d'État contre Gbagbo. Moi, j'étais à Abidjan, je n'étais pas encore avec Gbagbo. Je me précipite à Paris rencontrer un proche de Chirac, l'écrivain Denis Tillinac, qui était un de ses proches, qui était son homme Afrique à l'époque. Non. Et à qui je dis, pourquoi la France a fait ça? Et la réponse de Tillinac, elle était terrible. Je l'ai dit dans mon livre, donc ce n'est pas une nouveauté. Il a dit, mais vous savez, Chirac a été élu très fortement en battant Le Pen avec un score à l'africaine, 82%. On a eu 400 députés. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi depuis? Ils sont défilés à l'Élysée pour dire, on a battu Jospin en France, battons ses copains socialistes en Afrique. Débarrassons-nous de ces copains socialistes en Afrique. Et c'est comme ça que Gbagbo, celui qui disait « je paye une fois pour toutes », devait être éjecté parce que pour la prochaine élection, il n'allait pas payer. Donc il fallait le sortir du système. Mais Robert Bourgi dit Sarkozy est le président qui a mis fin à ce genre de financement au culte. C'est ce qu'il dit. Alors, si Sarkozy ne veut pas l'argent de Gbagbo... Excusez-moi. Si Bourgi fait dire ça à Sarkozy ou Sarkozy dit ça à Bourgi... Croyez-moi, et la Libye est un cas précis là-dessus, il parle... Hein. Attention, présomption d'innocence, s'il vous plaît. Oui, au-delà de la présomption d'innocence, il y a des faits, et les faits sont têtus, comme disait Lénine. Si aujourd'hui, on me donne la preuve que, pas une seconde, Sarkozy n'a touché d'argent d'Afrique pendant tout son mandat... Le propos, il est clair. Thierry Mouelet 2. Alors, c'est toujours troublant et intriguant de découvrir comment... on va dire quoi? Ceux qui, au fond, exercent des pressions sur nous pour qu'on avance vers la démocratie et l'état de droit sont ceux qui, dans les coulisses, font dysfonctionner et la démocratie internationale, en tout cas en ce qui concerne le fonctionnement des Nations Unies. C'est troublant. Disons que on fait dire à la démocratie ce qu'elle n'a jamais été. Et on comprend la démocratie selon nos propres intérêts. D'accord. La démocratie, du moins institutionnelle, n'a jamais été réellement ce qu'on pense qu'elle est. La démocratie est une institution sous contrôle. Et qui dit sous contrôle dit généralement les gens qui ont le pouvoir de la contrôler. La démocratie est orientée, elle peut être présidentielle, parlementaire, tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Mais il reste que c'est pas un chien fou, la démocratie. C'est pas un système débridé. La démocratie, en fait, c'est un idéal. D'accord. Et nous voulons, j'ai bien dit. Voilà. Et nous voulons la saisir. Absolument. Dans les faits, comme si, en fait, en réalité, elle a un côté axiologique, c'est-à-dire du bien et du mal. Mais en réalité, la valeur de la démocratie, c'est un projet. C'est un idéal. C'est un idéal. Comme vous dites. C'est un projet. Donc, si on reporte dans une macrostructure la démocratie, on l'amène aux Nations Unies, bien sûr, on se rendra compte que les Nations Unies qui prônent, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'humain, la liberté, la paix et bien tout, sûr, ne sont pas déjà elles-mêmes dans leur fonctionnement structurel, démocratique. Donc ça crée une ambivalence qui est difficile à comprendre et au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on interroge les principes même de la démocratie, on met de côté la morale. Parce que la morale démocratique mettrait totalement à plat tout ce que nous avons comme système aujourd'hui. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un ouvrage, j'espère le finir d'ici quelques temps, sur la démocratie et le principe philosophique de la démocratie, si ce n'est pas un instrument hégémonique. Et c'est là où tout, en fait, en réalité, se met en branle. De comprendre la démocratie aujourd'hui comme un instrument hégémonique, c'est avoir le courage de dire... Ceux qui prônent la démocratie, en réalité, sont les premiers à ne jamais l'appliquer telle qu'elle est structurellement conçue. Le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Mais en réalité, le peuple, c'est qui? Et il y a un moment, celui qui organise la démocratie et qui n'est jamais visible, c'est le tenant de la bourse. La démocratie est généralement orientée par celui qui est capable de structurer une pensée cohérente, mais qui est loin d'être la réalité de la pensée mise en place et qui, sérieusement, donne les moyens
les moyens matériels et humains à celui qui est choisi déjà avant de se faire élire par le peuple. Ce que vous dites est profond et c'est valable partout. Donc, la même chose se passe aux Nations Unies. Absolument. Dites-moi, donnez-moi juste un exemple dans le monde contemporain que nous vivons aujourd'hui où le système des Nations Unies a été du côté du peuple, où a apporté la paix, où a apporté le bien-être. Ouais. Donnez-moi juste un exemple, je n'en connais pas. Voilà la République démocratique du Congo depuis les années 60. Ouais. L'ONU, voilà, la MONUSCO, n'y arrive pas. Le MINUC, ou la MINUC, je ne sais plus comment on appelle, Congo, et ils sont là depuis les années 60. Le Congo se porte mieux. Regardez la RCA, elle se porte mieux. Donnez-moi un exemple, même dans les Timors, donnez-moi un exemple de pays ou de continent où ce système des Nations Unies opère et où le peuple, en in fine, est tout sourire. Parce que les Nations Unies sont là. Je crois que c'est un machin, comme dirait De Gaulle. Qui satisfait des jeux d'intérêt. Qui satisfait des jeux d'intérêt, des superpuissances. C'est pour ça que je dis généralement qu'aujourd'hui, lorsqu'on a posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, mais qu'est-ce que l'Afrique apporte dans ce qu'on appelle le bargaining power, donc en fait la puissance de la négociation. Oui. Qu'est-ce que l'Afrique apporte en tant que puissance de négociation? On revient tout à l'heure sur cette question qui est intéressante. Pour apporter, permettez-moi d'aller au bout de ma petite phrase, s'il vous plaît. Pour apporter le chantage, entre guillemets, parce que le système international fonctionne par chantage. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter comme chantage au système des grands puissants pour qu'on puisse lui dire, bon d'accord, on vous cède ceci parce qu'on a peur des représailles? La priorité de l'Afrique, ce n'est pas le système des Nations Unies. C'est d'accéder à la connaissance, c'est d'accéder à la puissance économique, c'est d'accéder à la puissance militaire. Et avec ces trois puissances, l'Afrique a de quoi peser en face de ceux qui ne vont jamais lâcher. Parce que jusqu'à présent, j'ai écouté tout à l'heure le général Oligui Nguema, et qui dit, on veut. Mais on ne donne pas, on arrache. Celui qui veut la liberté, parce que si l'Afrique aujourd'hui a les deux places permanentes au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui sont agrégées à un système de veto, donc peut-être une voie de veto pour les 54 pays africains, eh bien très bien, les jeux sont neutralisés. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ces superpuissants de se neutraliser au point que s'il y a quelque chose qui doit être pris comme décision en faveur de l'Afrique, eh bien, que les Africains émettent un droit de veto? Autre chose, quels sont les pays éligibles? On reviendra sur ces questions-là dans la troisième partie de notre émission. Est-ce que vous posez la question, est-ce que l'Afrique est capable de faire du chantage, puisque vous indiquez que le système actuel fonctionne sur la base de chantage? Est-ce que vous posez la question en sous-entendant que c'est une fatalité on n'a pas les moyens, ou bien parce qu'on n'a pas encore la volonté? Parce que regardez ce qui s'est passé récemment. Le président du Niger, moi je ne suis pas là pour juger qui est démocratique et qui ne l'est pas, mais a pu dire pour la première fois dans l'histoire, je ne reçois pas une délégation américaine parce que je n'ai pas été prévenu. Et il a pu, je vais dire, il y a 5 ans, il y a des années en arrière, il est impossible pour un chef d'État de ne pas recevoir des Américains. Mais ils sont capables aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui sur le continent qui sont capables de taper de la main sur la table et de dire nous voulons que nous soyons davantage respectés. À propos respect, Patrick Mboyo, et très rapidement, quand les Américains disent oui, mais s'il leur faut, si éventuellement on doit leur donner 2 sièges au Conseil de sécurité, ce sera sans droit de veto. Pourquoi ils ne nous respectent pas? Pourquoi ils parlent de nous comme ça, de façon infantilisante? Qu'est-ce qui fonde chez eux ce manque de respect public? Parce que nous n'avons pas encore compris la machine ou le machin. Vous savez, quand vous achetez ce micro que vous posez là, il faut savoir lire la notice, le mode d'emploi. Okay? Vous n'allez pas acheter ce micro, n'importe qui ne peut pas aller acheter ce micro. Je dis, bon, tiens, ce micro, il est bon, je vais le mettre chez moi. Pourquoi? Pour dialoguer avec les personnes. Non, oui. Vous achetez ce micro avec cette qualité en sachant que ça doit servir sur un plateau de télévision. Et pour un plateau de télévision, si vous voulez avoir un micro de qualité, vous devez avoir une caméra de qualité, vous devez avoir un plateau de qualité, vous devez avoir des caméramans. Donc, à partir d'un micro, vous savez tout le système qu'il y a derrière. Mais nous, on dirait que nous ne comprenons pas.
Derrière le veto, ce qu'il y a. Je vous expliquais tout à l'heure que le veto, on a commencé à en discuter en 1944. Et ça a fait l'objet des débats entre les grandes puissances. Écoutez ce que Winston Churchill disait. La conférence de Yalta a duré du 3 au 11 mars 1945. Oui. À son retour de Yalta, Churchill est allé directement à la Chambre des communes le 15 mars 1945. Je retrouve ça dans mon mémoire d'études à l'université de Kinshasa. Il déclare notamment ceci. Avec les deux autres puissances, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, réunis à Yalta, nous avons conclu un accord absolument facultatif qui prévoit un traitement différent des plus grands et des plus petits en la matière. Quels sont les plus grands, quels sont les plus petits? C'est-à-dire les États. Déjà, depuis l'apparition de l'ordre westphalien, qui a fait émerger l'État moderne, les États ne se valent pas. Donc le deux poids, deux mesures fait partie de l'ADN de l'ONU. Ça fait partie de la création de l'ordre westphalien. On parle bien sûr sur le plan juridique de l'égalité souveraine des États, mais cette égalité souveraine ne vaut qu'entre les États qui sont de même nature. Par exemple, la France a été admise comme membre permanent du Conseil de sécurité. Je vais vous citer encore ce que j'ai redécouvert dans mon travail. C'est in due course, c'est-à-dire par ricochet. La France elle-même, déjà, dès le départ, entre eux, membres permanents du Conseil de sécurité, ils savent que la France n'est pas une grande puissance au même niveau que la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie. Elle a été admise comme membre permanent in due course. C'est dans la déclaration version anglaise de la conférence de San Francisco. Et pour dire... C'est pas complaisance. C'est pas complaisance en réalité, parce que c'est la France, vu son histoire, vu son patrimoine, vu son empire colonial, entre guillemets, donnons-lui un siège. Et la Chine, c'est parce que c'était la première puissance en nombre de personnes. Mais le problème, c'est quoi? Nous parlons toujours du droit de veto en termes d'Africains. Mais aucun de ces pays que nous citons ne parle en tant que d'Européens ou d'Américains ou d'Asiatiques. Oui, c'est ça. Nous devons sortir de cette logique. C'est ça le problème que nous avons. L'Inde, qui avait convié à la conférence de Bandung, déjà à l'époque, qui parlait du fait qu'on doit passer dans un nouvel ordre. C'est ça. L'ordre actuel du Sud global, c'est qu'est-ce qu'il veut? C'est le respect de l'égalité souveraine des États, c'est-à-dire le retour à l'ordre westphalien. Deuxième chose, la conception multilatérale, le multilatéralisme, en sachant qu'il y a plusieurs religions, plusieurs mentalités, plusieurs formes d'organisation sociale, on ne peut pas être tous pareils. Et dernière chose, la puissance, ça se reconnaît. La puissance, c'est-à-dire tout le monde a le droit d'accéder à la puissance, mais cette puissance doit s'arracher. Regardez le parcours de l'Inde, depuis la conférence de Bandung jusqu'à aujourd'hui. L'Inde mérite amplement qu'en tant que nation, en tant que pays, que l'Inde soit aujourd'hui membre permanent. Mais pourquoi nous, les Africains, nous réfléchissons toujours en termes de continent? C'est ça le problème que nous avons. C'est une très bonne question. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour répondre précisément à cette question et esquisser des pistes possibles pour une meilleure représentativité sur la scène internationale de notre grand et beau continent, l'Afrique. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.